auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. On parle de la Commission électorale nationale indépendante. 22 octobre, nomination. 28 octobre, prise de fonction. Le bureau a été au complet le 13 janvier. À sa tête, le président s'appelle Denis Kadima. Il publie la feuille de route de la CENI le 3 février. Mais, question, la CENI sera-t-elle en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Son président, ici présent, sera-t-il capable d'être indépendant des contingences politiques? Pour interroger notre invité du jour, Israël Moutala de 7sur7.cd, Thierry Kambundi de Top Congo FM, Françoise Bouela de la RTNC, Élisée Odia Top Congo FM, ainsi que Christian Bossembe de Buzz Télévision. Merci à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Félicitations parce que c'est votre première intervention, c'est votre première sortie. Merci. De EISA, Organisation internationale d'organisation, de couverture, d'observation des élections. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est dire que vous êtes un expert en la matière, c'est dire que vous avez l'habitude de ce genre d'organisation. 3 mois après, parce que ça fait déjà 3 mois que vous êtes là, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous pouvez nous brosser un premier bilan, votre vision aujourd'hui, de la manière à laquelle on pourra dire de la CENI que Denis Kadima y a marqué son empreinte? Bon, merci beaucoup Christian, merci à vous tous pour ce rendez-vous. Effectivement, je n'ai pas voulu commencer par parler avant qu'on ne fasse rien au niveau de la CENI. Évidemment, vous comprenez, c'est une structure assez complexe. Nous avons pris le temps de nous imprégner des réalités de cette institution. Et il y a eu beaucoup de consultations parce que, comme vous le savez, quand on veut organiser les élections, on doit toujours utiliser comme point de départ l'élection précédente. Conscient de tout ce qu'il y a eu comme progrès et régression et tout, nous devions un peu faire le point entre nous au niveau de la CENI et essayer d'améliorer les choses. C'est ainsi que nous sommes en train de mettre en place des nouvelles choses pour bâtir sur ce qui a été fait jusque-là. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui vient avec un background électoral, mais il fallait une imprégnation pour que les nouveaux membres, tous, non seulement comprennent le domaine électoral de façon beaucoup plus spécifique, mais aussi qu'ils s'imprègnent un peu de la réalité de cette institution, qui est, comme je l'ai dit, assez complexe, de par sa structure telle qu'envisagée dans la loi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, évidemment, je ne vais pas mettre ça en ordre chronologique, vous avez parlé de la feuille de route. C'est un travail assez important parce qu'au moins pour une fois, nous-mêmes de la Commission, ainsi que les parties prenantes et les autres parties intéressées, nous avons une idée de ce que la CENI compte faire entre ce moment, disons, de 2021 à 2027. Ça, c'est déjà quelque chose. À part ça, nous sommes au sein même de la structure en train de changer un certain nombre de choses par rapport à la façon de travailler. Vous savez, la CENI est connue parfois pour de mauvaises raisons, si je peux appeler ça comme ça. Nous avons mis en place, par exemple, une cellule de passation des marchés. Parce que nous pensons que l'État ne doit pas être perdant en matière de passation des marchés. La cellule est maintenant en place. Donc, de ce côté-là, on va essayer de faire les choses comme il faut. Évidemment, nous avons parlé aussi des contraintes. On pourra peut-être revenir à ça. Mais absolument. En ce qui concerne la CENI, nous sommes vraiment déterminés à faire le travail qui nous a été confié. Et nous sommes en train de poser les jalons. Vous verrez qu'il y a beaucoup de réunions, de séminaires, des ateliers. Ça peut donner l'impression que nous sommes tout le temps en train de parloter. Mais en réalité, c'est que nous sommes un groupe hétérogène. Nous essayons de comprendre les choses de la même façon et d'aller dans le même sens. C'est un peu ça et ça prend du temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je ne suis pas seul pour mener cette édition spéciale.
De quel sujet allons-nous parler? De la préparation du scrutin, comment vous allez vous y prendre, de l'état de siège, vous avez parlé des contraintes, de la réforme électorale, parce que l'habitude en République démocratique du Congo, c'est qu'à chaque cycle, une nouvelle loi, du renforcement des mécanismes de contrôle et de transparence et de l'assistance technique ou appui financier des pays qui assistent souvent, sauf lors de la dernière élection, la République démocratique du Congo. Alors on commence le bal avec Israël Moutala de 7sur7.cd. Monsieur le Président, avant que nous évoquions les questions d'ordre, les contraintes que vous avez évoquées, mais à votre propre niveau, qu'est-ce que vous avez pu améliorer par rapport au règlement de la CENI pour justement améliorer le processus électoral? Parce qu'il y a de marges de manœuvre que vous avez en tant que pouvoir réglementaire, vos process. Qu'est-ce que vous avez pu jusque-là améliorer pour espérer un scrutin transparent? Bon, comprenez qu'après 3 mois, on ne peut pas déjà faire un bilan, à moins qu'on utilise l'approche des 100 jours. Mais dans le domaine électoral, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut d'abord en interne mettre en place des mécanismes de collaboration et voir un peu ce qui marche au sein de la structure et ce qui ne marche pas. Il fallait recruter les gens. Il fallait, par exemple, mettre en place ce qui n'est pas encore fini, le règlement intérieur, qui a été finalisé hier ou avant-hier. Évidemment, il doit être avalisé par la Cour constitutionnelle. Mais à notre niveau, il y a tout un tas de travail qui est fait, mais vous ne pourrez voir les résultats que dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de préparer les élections de gouverneurs. Et les gens sont en train d'être formés et nous les aurons à la date prévue, évidemment, si tout va comme planifié. Mais nous allons, parce que nous ne voulons pas non plus commencer à poser des actes isolément du reste de la société. Dans les semaines qui viennent, nous allons remettre en place les cadres de concertation. Parce que nous aimerions, par exemple, que tout ce qui a dérangé dans le passé soit discuté avec la société civile, avec les partis politiques et les autres parties prenantes. Donc nous sommes en contact avec beaucoup de milieux, les cours et tribunaux, parce qu'en fait, nous pouvons faire notre travail, mais quand ça arrive à leur niveau, ils ont aussi un impact. Donc il faut travailler avec toutes ces structures, le Parlement. Il fallait rencontrer le chef de l'État, le gouvernement, essayer d'expliquer tout cela. Donc c'est pour essayer d'apaiser les parties prenantes, toutes les parties prenantes. Pas seulement apaiser, mais aussi que les gens comprennent qu'une commission électorale doit être réellement indépendante. Notre indépendance ne doit pas se limiter dans notre nom en tant que commission électorale nationale indépendante, mais ça doit se vivre dans les faits. Et pour ce faire, toute partie prenante que nous avons rencontrée a eu à écouter ce discours-là. Nous voulons réellement rassurer les Congolais. Y compris l'opposition? L'opposition, il y a des gens qui sont venus nous voir jusque-là, mais nous voulons avoir des réunions beaucoup plus formelles. Durant lesquelles ils vont nous parler de leurs préoccupations. Parce que nous sommes persuadés que nous sommes là pour servir tout le monde. Et bon, ça prendra le temps. Mais en tout cas, l'idée, c'est que dans les semaines qui viennent, qu'on rencontre des partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le Président, j'aimerais bien savoir qui sont venus vous voir. Vous dites qu'il y a des gens qui sont venus vous voir lorsque Israël Moutala a évoqué l'opposition. Qui sont venus vous voir depuis que vous êtes là? Non, mais depuis que je suis là, en fait, ma porte est ouverte. Hein. Les gens, parfois, je ne sais pas qui est de l'opposition, qui est du pouvoir, parce qu'en fait, la porte est ouverte pour voir tout le monde. Et chaque fois qu'on est venu me voir, il y a eu un entretien, c'est-à-dire c'est documenté. Bon, alors, il n'y a pas... Les acteurs de l'opposition sont venus aussi? Bon, les politiciens sont venus me voir dans mon bureau, officiellement. De tous bords? De tous bords, mais évidemment, quand quelqu'un vient me voir, je ne demande pas est-ce que vous êtes du pouvoir ou de l'opposition. Vous savez, nous avons 1 millier de partis politiques. J'avoue que je ne sais pas toujours. Peut-être avec le temps, je le saurai. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que la conversation que nous avons est suffisamment ouverte qu'on peut en parler. En fait, c'est le même discours que je tiens à tout le monde. Et vous parlez d'équipe hétérogène que vous dirigez. Je suis un peu inquiet parce que vous avez plus de 20 ans d'expérience en matière électorale, mais votre équipe est le fruit des choix des différentes composantes politiques. Vous pensez qu'avec ces quelques jours ou ces quelques semaines de formation, tout le monde sera au diapason? Oui, je pense que ça ira parce que c'est très intense.
Et puis chaque personne qui vient à cette commission amène une bonne expérience, même si ce n'est pas dans le domaine électoral, mais c'est des gens expérimentés. Ça ne demande pas beaucoup pour qu'ils comprennent non seulement en quoi consiste le travail, mais les enjeux. Ils comprennent. Sur ce plan-là, je ne suis pas du tout inquiet. Monsieur le Président, je n'aimerais pas revenir sur la polémique qui a amené votre équipe, qui a, on va dire, accompagné le processus qui vous a amené à la tête de la CENI, mais comment vous allez faire pour rassurer tout le monde? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une bonne partie de la classe politique qui vous conteste encore aujourd'hui. Bon, ok. Je pense que même Jésus a été contesté. Donc, je ne pense pas que quelqu'un peut avoir l'unanimité. Mais cela ne signifie pas que je suis indifférent à ça. Non, je suis très conscient du fait qu'il y a eu une compétition. N'oubliez pas que le processus de nomination des membres de la CENI est compétitif. Et dans toute compétition, il y a, je n'aimerais pas dire vainqueur et vaincu, mais en tout cas, quelqu'un va avoir le poste, quelqu'un d'autre ne l'aura pas, et il y aura des mécontents. Et au-delà, ça ne se dit pas assez, nous avons un système de nomination des membres de la commission qui est assez aberrant, je dois dire. On ne peut pas demander aux confessions religieuses de se choisir chacun un candidat et d'aller à leur plateforme et défendre ce candidat-là et finalement trouver un consensus. C'est un peu contradictoire. Parce que qu'est-ce qui arrive? On descend les candidats de l'autre pour valoriser le sien. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est toutes ces critiques-là qui restent dans la mémoire collective. La preuve est que ce qui a été dit sur moi, il n'y a jamais eu de preuve. Je vois parfois dans les médias une photo de moi avec des politiciens. Que vous appartenez à un camp politique, que vous avez eu à travailler avec l'actuel président. Et ce n'est même pas une photo de moi. C'est-à-dire, on dit Denis Kadima, mais la personne qu'on présente, c'est quelqu'un d'autre. Et évidemment, ça reste dans la mémoire collective, on dit il a un penchant. Mais tout compte fait. Tout compte fait, au départ, je pense que la loi elle-même constitue une sorte de piège. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être à la fois un joueur et un arbitre. Et c'est ce que les confessions religieuses font. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra à l'avenir revoir. Donc, mais alors, ces personnes qui étaient opposées à moi, je me dis que c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont combattu. Ils étaient en fait forcés de me combattre pour défendre leur candidat. Moi, je vais m'ouvrir à eux. Je suis prêt à collaborer avec tout le monde parce que tout ce qui m'a été reproché n'a jamais été prouvé parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est des ondits et on ne va pas se limiter à des ondits. Et c'est des partenaires clés. Vous ne pouvez pas, dans un processus électoral en RDC, négliger les confessions religieuses dont la représentation géographique est assez impressionnante. Ça sera des partenaires, quelle que soit l'option qu'ils avaient choisie au moment de la sélection. Françoise Bouela, RTNC. Monsieur le Président, vous parlez de la transparence de la CENI. Je crois qu'il y a aussi un élément important qui est la confiance. Est-ce qu'avec toutes les tentatives de créer le cadre de concertation, ça cache quelque chose? Est-ce que vous souffrez de quelque chose? Je ne souffre de rien. Les cadres de concertation ne seront pas créés. Ils seront redynamisés parce qu'ils ont toujours existé. Mais ce que nous voulons faire, c'est que, parce qu'on a entendu beaucoup de critiques par rapport au cadre de concertation, les gens disent que en fait, ce n'est pas la concertation qui se fait, mais c'est plutôt l'information. Ils aimeraient vraiment apporter des solutions et être écoutés. Ce que je veux faire dans un premier temps, c'est d'organiser une séance préliminaire durant laquelle on va essayer de tirer des leçons de la façon dont ces cadres de concertation ont marché, comment ils ont fonctionné. Une fois que cela est fait et nous comprenons ce que les parties prenantes veulent, nous allons alors aller vite en besogne, c'est-à-dire discuter des questions essentielles. Et l'ordre du jour, par rapport à nos discussions, sera aussi négocié. Donc, c'est normal et c'est incontournable, c'est inévitable que dans un processus électoral, qu'on rencontre les parties prenantes à travers des plateformes telles que le cadre de concertation. Donc, ce n'est pas... ça ne devrait pas dénoter d'un certain malaise, mais c'est plutôt ce qu'il faut faire parce que ce sont les parties prenantes. La commission électorale ne peut pas gérer les élections et diriger tout le processus sans consulter des groupes qui comptent.
Voilà, mais pour ne pas les citer, la composition de votre équipe a eu à diviser, notamment les confessions religieuses. Quand vous teniez à ce cadre de concertation, ça voudrait dire vous tendez la main à ceux qui ne vous portent pas et l'ont dit clairement. Et c'est naturel. Je ne peux pas collaborer qu'avec ceux qui m'ont appuyé. Je veux avoir tout le monde avec moi. Est-ce que vous êtes le même Denis Kadima, aujourd'hui président, et celui qui parlait des questions électorales du Congo peu avant? En tout cas, je n'ai pas encore changé. Je demeure le même. Peut-être que je changerai, mais pour le moment, je suis le même. Ça ne vous a pas enseigné ce que vous regardez de l'extérieur maintenant que vous êtes aux commandes? On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. J'observe, j'écoute, je rencontre des gens. Et il n'y a pas que moi qui ai changé. Il y a aussi ceux qui me rejoignent, qui se rendent compte qu'il y a eu quand même une certaine précipitation dans le jugement qui a été porté sur ma personne. Beaucoup de gens me rejoignent. Je ne le dis pas avec orgueil, mais je dis c'est que quelque part, j'ai convaincu. Élisée Odia, Top Congo FM. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que vous vous basez sur ce qui était passé lors des précédents scrutins pour essayer de mieux faire. Comment vous comptez vous y prendre? Comment Denis Kadima compte nous donner les meilleures élections? D'abord, pour vous donner les meilleures élections au pays, évidemment, comme je l'ai dit, la tâche est collective. Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord tirer les leçons du passé. On ne peut pas faire la même chose et penser obtenir un meilleur résultat. Mais il faut d'abord qu'on se réfère à tout ce qui a été porté comme critique contre les processus passés, depuis 2006, 2011 et 2018. Il faut être aussi en mesure d'identifier ce qui a été bien fait pour renforcer cela. Évidemment, j'ai parlé des consultations. Il faut parler aussi des bonnes pratiques électorales. Vous savez, dans le domaine électoral, ce n'est pas tout le temps qu'on invente la roue. Il y a des choses qui sont connues. Quand vous êtes dans le domaine électoral, il y a des choses qu'on doit nécessairement faire. Par exemple, j'ai parlé de consultations. Dans le domaine, par rapport au cadre juridique, par rapport au cadre opérationnel, toutes ces choses-là, là où les rapports des observateurs, là où on nous a dit que ça a été négatif, nous devons prendre conscience de cela et travailler en fonction de ça. Évidemment, nous avons aussi des idées qui sont encore en train d'être discutées pour innover, parce qu'il faut toujours innover. Donc, partout où il y a eu des faiblesses, nous n'allons épargner aucun effort pour tâcher d'améliorer les choses. Donc, nous serons très réceptifs, et nous le sommes déjà, mais nous allons le faire davantage parce que le moment n'était pas encore venu. Mais à partir de ce moment où je me mets devant vous, c'est parce que je suis maintenant prêt, avec mon équipe, pas moi seul, avec mon équipe, de venir vers les parties prenantes et avoir des échanges, mais des échanges qui auront un effet. Denis Kadima, vous avez parlé également des contraintes au tout début de cette émission. Il y a l'enrôlement d'un côté, le recensement de l'autre. Vous avez soulevé l'enrôlement ou la mutualisation comme étant l'une des contraintes. Qu'est-ce que vous pensez de là? Parce que c'est l'une des options soulevées par l'actuel gouvernement. Il veut qu'il y ait une mutualisation de l'enrôlement et du recensement. C'est possible, à votre avis? Écoutez, quand ce processus a commencé, c'était bien avant que nous ne venions. C'est-à-dire, mon équipe n'était pas encore en place. Mais la dernière réunion qu'ils ont eue à ce propos, du moins la réunion technique, c'était au mois d'août de l'année passée. Il y a eu beaucoup de retard. Mais le principe lui-même de la mutualisation est un bon principe dans ce sens qu'il va permettre au pays, s'il aboutit, il va permettre au pays d'avoir, d'une part, un registre général de la population, et chaque citoyen aura sa carte d'identité, et d'autre part, nous aurons aussi un registre des électeurs, ainsi que les cartes d'électeurs. Donc, en principe, ça devait être bien. Mais le problème, pourquoi nous présentons cela comme une contrainte? Parce que c'est effectivement un risque. C'est un mécanisme qui implique au moins 5 à 6 ministères. D'abord la primature, le ministère de l'Intérieur, du plan, finances, budget, numérique, sans compter les agences comme le NIP et l'Institut national de la statistique. Et les décisions sont prises avec une certaine lourdeur. Et quelque part, quand vous lisez
la loi, quand vous regardez au cadre juridique de la mutualisation, vous sentez déjà que l'indépendance de la CENI est affectée parce que la prise de décision est collégiale et dans des domaines dans lesquels la CENI a l'exclusive compétence. Et sans compter même cette lourdeur, même dans la recherche du partenaire technique et tout ça, je dois dire que c'est un mécanisme bien que idéal, mais la façon dont ça se fait et le retard que nous avons accumulé et même le cadre juridique de ce mécanisme qui laisse beaucoup à désirer parce qu'affectant l'indépendance de la CENI pose problème. En ce moment, je vous parle, nous sommes au niveau de la commission en train de penser même à convoquer, pas convoquer, mais disons à réunir la plénière pour lever une option. À l'allure où vont les choses, si on lève l'option pour la mutualisation, on va tout droit vers un glissement. Si ça continue comme ça se passe maintenant, je ne peux pas garantir que nous allons respecter la feuille de route que nous avons présentée. Donc, la meilleure façon, c'est de séparer les deux opérations, le recensement d'un côté et l'enrôlement d'un autre. On peut séparer, mais il y a moyen de faire en sorte que ce que nous allons obtenir du recensement de la population soit utilisable dans le cadre du recensement de la population. Donc, c'est un problème de méthodologie. Il faut qu'on se mette d'accord sur une méthode et il ne faut pas que la méthode actuelle nous amène à perdre le contrôle de notre calendrier. Donc, nous devons nécessairement avoir les mains libres, mais maintenant nous sentons que c'est trop lourd et nous avons des soucis, mais ce n'est pas moi qui vais me prononcer seul. Il faudra que la plénière qui va se rencontrer incessamment puisse décider parce que nous devons changer les choses. Christian Bossembe, Buzz Télévision. Alors, Monsieur le Président, la question que se posent plusieurs Congolais, est-ce que la date de 2023, c'est un acquis pour les élections ou vous pensez qu'il y a une probabilité d'un report de façon claire, sans ambiguïté? Oui, je pense quelque chose que peut-être je n'ai pas bien expliqué lors de la présentation de la feuille de route, c'est que quand j'ai présenté les contraintes, elles ont été comprises comme des obstacles insurmontables. Ce n'était pas dans ce sens-là que l'équipe les a présentées. C'est en fait, par honnêteté intellectuelle, nous avons simplement reconnu qu'il y avait des risques. Appelons-les risques. On ne peut pas faire ce genre de projet sans faire une analyse des risques. C'est des risques réels qu'on ne peut pas nier. Mais quand il y a des risques, il faut toujours réfléchir aux stratégies de mitigation. Et je pense que c'est dans cette logique-là que nous sommes. Mais tout en disant à la population qu'il y a que nous sommes nombreux à cette tâche et chacun doit jouer sa partition. Mais sur une échelle de 1 à 10, vous pensez qu'on peut avoir les élections en 2023 à quelle hauteur? Non, moi en fait, ne pas avoir les élections en 2023, pour nous, ce n'est pas une option. Donc, on aura les élections en 2023. Mais que chacun fasse sa part et nous allons continuer à en parler pour que les gens prennent conscience. Okay. Donc, comprenez une chose, le report des élections, ou ce qu'on appelle dans notre pays le glissement, ce n'est pas une option qui est sur notre table. Ça ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Tout à l'heure, vous avez parlé des contraintes. Je voudrais savoir, la fois passée, les processus passés, les non-lettrés, les aveugles, les handicapés, les personnes qui avaient des difficultés, soit de voir ou de lire, ont été roulés au bureau. En arrivant au bureau, ils votaient d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces personnes-là, les vulnérables et tout le reste, et même les personnes qui vivent très loin de bureaux? Comment vous allez régler ce problème? La loi traite de cette question-là. Quand quelqu'un ne peut pas, un aveugle qui vient voter, la loi prévoit le mécanisme d'assistance à cette personne. Bien sûr, sur le plan opérationnel, on peut améliorer pourvu que le temps nous le permette. Il y a des mécanismes pour améliorer sur le plan technique. Mais au départ, nous sommes régis par la loi. Alors la question électorale n'est pas qu'une question nationale, c'est aussi une question internationale. Il y a d'autres, comme vous, qui étaient avant vous, ont été sanctionnés par la communauté internationale. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas tomber dans ces choses-là? Mais aussi la question de la machine à voter. Est-ce que vous l'avez élaguée ou on va rediscuter la question de la machine à voter? Bon, les raisons pour lesquelles
la communauté internationale a sanctionné certains membres, ne sont pas très bien connus de moi-même, mais je pense que si nous faisons notre travail dans la transparence, si nous faisons notre travail en préservant l'intégrité électorale, il n'y aura pas de problème. Je pense que ce qui est arrivé, c'était vraiment une exception, mais je ne pense pas que nous allons tomber dans ce type de piège, parce que notre intention, c'est de faire les choses le mieux possible. On est toujours dans le volet préparation du scrutin. Il y a une feuille de route. Elle n'est pas contraignante. À quand le calendrier électoral? Le calendrier sortira. En fait, déjà avec la feuille de route, vous avez l'essentiel. Parce que la feuille de route, en ce qui concerne les élections nationales, provinciales et même locales, ne va pas au-delà de 2023. Donc ça devrait rassurer. Oui, mais il n'y a aucune contrainte sur la feuille de route. On a évoqué notamment la mutualisation, identification, enrôlement, tout ça. Sans solution à tout cela, impossible de penser à l'élaboration d'un calendrier électoral. Alors, cette question de à quand le calendrier électoral sous-entend à quand tous ces problèmes réglés pour que l'on puisse enfin savoir de manière définitive, puisque le calendrier électoral est contraignant, quand nous irons réellement voter. Si nous vous donnions un calendrier électoral aujourd'hui, là, il faudra comprendre que nous sommes en train de vous tromper. On ne peut pas vous donner avec précision les dates, parce que ça, c'est que le calendrier comporte. La différence entre les deux, c'est que, la grande différence entre les deux, c'est que dans une feuille de route, vous avez des périodes. Mais dans un calendrier, vous avez des dates précises. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que les élections auront lieu le 31 décembre. Mais quand pourriez-vous nous dire? Aussitôt qu'on aura fini la grande opération d'inscription des électeurs, par exemple, ou quand on aura fait l'essentiel à ce niveau-là, ça va nous donner une bonne visibilité parce que, d'une part, nous saurons comment nous cheminons sur le plan technique, et d'autre part, nous saurons comment, par exemple, le gouvernement débourse les fonds. Parce que pour le moment, l'argent arrive à compte-gouttes. On va y arriver sur ce problème d'argent. 680 jours, il reste jusqu'aux élections. Calendrier électoral avant juin, après juin. Ça sera... ne vous inquiétez pas beaucoup. Le calendrier, retenez une chose, le calendrier électoral n'est que la précision qu'on donne, la précision des dates qu'on donne à une feuille de route. La précision nécessaire pour nous, qui, en tout cas pour certains qui craignent. Calendrier électoral que vous ne pourrez aussi donner que lorsque vous serez sûr des fonds qui seront mis à votre disposition. Vous avez récemment, lors de la présentation, je crois, du bureau, parlé de contraintes financières. À la date d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire de manière claire ce que vous avez déjà, ce que vous pouvez faire déjà, ce que vous attendez, ce qu'on vous a promis? Je pense que vous étiez hier avec le Premier ministre. Quelles sont les promesses qui vous ont été faites à ce sujet? Ok, le Premier ministre, nous l'avons vu dans le cadre de la mutualisation, dont on n'a pas parlé de financement, mais il y a eu beaucoup de rencontres avec les ministères concernés en matière de financement. Je dois avouer qu'en ce moment, on n'a pas une clarté sans équivoque quant au mécanisme et au timing du financement. Par exemple, nous nous demandons qu'au moins on ait des transferts trimestriels, mais au moment où je vous parle, sur le plan des opérations, nous n'avons pas encore reçu un seul centime. On nous a parlé d'un transfert qui a été effectué hier, mais on nous l'a dit depuis un certain nombre de mois. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas vraiment de prédictabilité. Donc, nous sommes, et ça ne peut pas nous permettre d'arrêter un calendrier parce que on va faire on va spéculer. On ne veut pas faire de la spéculation. Mais tout compte fait, nous espérons, parce que nous avons parlé aux différentes autorités, qui vont comprendre les enjeux qu'il y a, parce que c'est une élection, ce n'est pas à traiter comme si c'était un projet, je ne sais pas, dans un domaine beaucoup plus prédictible, par exemple l'agriculture. Non, ici, il s'agit des élections. Il faut qu'on ait l'argent à temps. Et c'est un projet qui ne se fait pas tout le temps. C'est une fois tous les 5 ans. Donc, nous comptons sur disons la responsabilité
du gouvernement. La bonne foi. Oui, parce qu'il y a un autre facteur. Souvent, quand on ne reçoit pas l'argent, c'est parce qu'on se dit qu'il y a d'autres urgences. Mais si nous recevons l'argent en retard, cela va faire escalader le coût. Parce qu'il y aura c'est-à-dire qu'il faudra augmenter le nombre de gens, le nombre de matériel, et finalement, on risque de payer plus que ce qui était prévu. Comme au cycle précédent. Voilà. Ça, c'est la contrainte financière. On y reviendra peut-être plus tard, mais parlons des contraintes sécuritaires, notamment l'état de siège. Israël Moutala, c'est sur 7.cd. Parmi les contraintes, il y a aussi cette question de la sécurité. Nous sommes dans un contexte d'état de siège dans 2 provinces. Est-ce que vous pouvez vous y déployer pour faire vos opérations électorales ou pas? Oui, je ne pense pas que l'état de siège nous empêche d'inscrire les électeurs, de faire la cartographie des élections, de mener nos activités. Le problème pourrait peut-être se poser au moment du vote, mais je pense que nous avons encore beaucoup de mois, 22, 23 mois, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce sujet, pourvu que la situation aille s'améliorant. Et d'une façon générale, l'insécurité, oui, nous vivons avec l'insécurité à l'est du pays. Nous avons souligné cela comme une contrainte parce qu'il faut comprendre que c'en est une. On ne peut pas prétendre que là où il y a des groupes armés, nous irons avec notre matériel comme si on était en promenade. On devrait être prudent, on devrait avoir des forces de sécurité avec nous. C'est une contrainte que nous n'aurons pas, par exemple, à l'ouest du pays. Donc, quand nous l'avons souligné, c'est pas pour une fois de plus qu'on pense que nous sommes en train de dire qu'à cause de cela, on n'aura pas de... Sans préjuger de la loi, donc vous serez en mesure aussi dans ces zones-là d'afficher les résultats bureau par bureau. Nous allons le faire, mais comprenez que quand il y a insécurité, il faut d'autres moyens. Il faut davantage sécuriser le processus électoral et ça relève des autorités. Bon, je parle de l'affichage des résultats bureau par bureau. Oui. Est-ce que vous serez en mesure cette fois-ci de donner aux Congolais les résultats bureau par bureau, parce que c'est un point sur qui a fâché beaucoup des parties prenantes lors des élections passées? Non, absolument. Absolument. Les élections, nous devons nécessairement, il y va de la traçabilité même des résultats. Nous allons présenter les résultats bureau de vote par bureau de vote. Sur cette question aussi, parce que vous n'avez pas répondu, toujours dans cette question des élections, est-ce que la machine à voter sera-t-elle maintenue ou pas dans ce format? Parce que vous avez fait un audit du matériel. D'abord, l'audit a donné quoi? Est-ce que vous allez maintenir la machine à voter? Oui, l'audit, ou disons ce que nous appelons l'état des lieux, un état de lieu logistique, n'a pas encore eu lieu parce que nous n'avons pas de financement pour le faire, parce qu'il faut le faire à travers tout le pays. Mais c'est parmi les opérations que nous allons faire en premier lieu. Alors, en ce qui concerne la machine à voter est reconnue dans la loi actuelle, c'est-à-dire le vote électronique est reconnu. Maintenant, est-ce qu'on va maintenir l'usage de cette machine ou non? Ça, maintenant, ça relève on n'a pas de réforme électorale, donc il y aura des discussions. Si le Parlement décide qu'on utilise, qu'on change la loi par rapport au vote électronique, nous allons nous y soumettre. Mais sinon, dans nos préparations, nous faisons des préparations en tenant compte du cadre juridique actuel. Donc nous n'avons rien changé à notre niveau. Et si quelque chose change, c'est-à-dire si une réforme intervient, nous allons aussi devoir adapter nos plans et notre calendrier. Justement, c'est pour ça qu'on a dit que la feuille de route est Vous avez besoin de cette loi à la session de mars. Dépasser la session de mars, il y aura des implications sur le calendrier électoral. Donc la balle est dans le camp du Parlement. Mais vous, en tant que conseiller du gouvernement, vous préférez qu'on garde la loi électorale à l'état actuel, ou il y a des choses qu'il faut nécessairement modifier, s'il y en a lesquelles? La CENI est conseillère du gouvernement, mais nous ne sommes pas les initiateurs de changement des lois. Les lois sont portées soit par un député, et on appelle ça proposition de loi, et si c'est un membre du gouvernement, c'est un projet de loi. Et nous pouvons commenter sur ce qui est à la table des autorités. Mais nous-mêmes, de notre propre chef, nous ne pouvons conseiller que quand nous sommes consultés ou quand nous pensons qu'il y a quelque chose qui peut améliorer le processus. Mais nous n'avons pas l'initiative des réformes. Réforme électorale, nous y sommes. Vous avez dit que l'état de siège ne devrait pas, sauf dans les zones de guerre,
être une contrainte sécuritaire réelle pour l'organisation des élections. Alors justement, parlons de cette réforme électorale. Israël Moutala a déjà posé les questions. À chaque cycle, l'habitude a été en République démocratique du Congo de changer la loi. Avec Thierry Kamboudi, qui va poser les prochaines questions, je voudrais que l'on aborde désormais ce sujet. Qu'est-ce qui doit être changé? Que reprocher à l'actuel texte? S'il y a le changement, il doit y avoir. Et donc, parlons maintenant réforme électorale. Christian Bossembe, Buzz TV. La question sur la loi. Il y a ceux qui pensent que la CENI ne devrait pas exister dans une république parce que tout simplement, c'est une institution qui déjà est née politiquement et donc c'est pas possible. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt remettre les questions électorales au ministère de l'Intérieur, au département électoral? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, j'ai constaté, il y en a qui disent ça, mais cette façon de voir les choses, c'est aussi la vie de Christian Bossembe. Chaque fois que je l'ai suivi, il fait la promotion du ministère de l'Intérieur. Oui. Mais, comprenez une chose, dans un pays comme le nôtre, où l'administration publique n'est pas nécessairement perçue comme indépendante du gouvernement du jour, remettre les élections au ministère de l'Intérieur pourrait même aggraver la situation. Imaginez, tel qu'on est là, si on remettait les choses au ministère de l'Intérieur, en dehors des questions de capacité et tout, est-ce que vous pensez que politiquement, tout le monde va accepter? C'est pas évident. Mais si le pays levait une telle option, on peut le faire. Mais vous, en tant qu'expert, parce que vous avez 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience. Les autres pays, il y en a qui sont déjà en train de faire ça. En tant qu'expert, je vous dirais que la tendance générale en Afrique et dans les pays qui montent sur le plan de la gouvernance démocratique, c'est d'avoir des commissions électorales indépendantes. Si vous faites même les statistiques, vous verrez que l'option gouvernementale est de plus en plus minoritaire. C'est lié au fait justement qu'on veut un corps constitué différemment et qui soit représentatif de la société. Parce que quand vous donnez un ministère, ça signifie que c'est contrôlé par une majorité gouvernementale. Et là, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des hésitations de la part de ceux qui sont dans l'opposition. Donc, la tendance générale, c'est vers les commissions électorales indépendantes. On peut les améliorer. J'entends les gens parler de la dépolitisation. Par exemple, dans les commissions électorales indépendantes à travers l'Afrique, les commissions électorales qui comportent des politiciens sont minoritaires. C'est quelques pays qui ont ça. C'est un peu plus dans les pays francophones, mais dans les pays anglophones, c'est rare d'avoir des politiques au sein de la commission électorale. Et parfois, c'est une mesure pour créer la confiance. Mais remettre le tout à un ministère de l'Intérieur, ça pourrait être une option qui serait perçue comme étant pire que toutes les options sur la table. Élisée Odia, Top Congo FM. Toujours par rapport à la réforme de la loi électorale, le deuxième tour pour les élections présidentielles, ça peut être une bonne chose. On peut envisager cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ici, c'est pas à moi de juger si c'est une bonne chose ou pas. Ça, c'est à vous, les électeurs, les médias, à prendre position. Nous, on prendra ce qu'on nous donne dans la loi. Par rapport à l'organisation et le timing, si aujourd'hui on lève l'option dans la prochaine loi électorale de revenir sur un second tour pour les présidentielles, est-ce que ça vous posera un problème? Bon, dans la mesure où nous avons fixé les élections pour une période qui comporte le mois de décembre 2023, ça c'est le seul tour. Si on ajoute un deuxième tour, évidemment, nous allons légèrement basculer. Donc, ceux qui préparent déjà la prochaine loi doivent écarter cette hypothèse, sinon c'est consacrer un glissement, un report. Pas nécessairement, tout peut se négocier. Parce que dans un pays, on ne change pas seulement les lois de façon unilatérale. Si la classe politique, évidemment, avec la contribution de la société civile, pense qu'il nous faut impérativement un deuxième tour, ça sera à eux de discuter. Donc vous serez en mesure d'organiser les élections, même en cas d'un deuxième tour? En 2023 En 2023, dans le délai, même en cas de deuxième tour? Non, je pense que ça va mettre une forte pression sur nous parce que ça signifie que nous devrons tout avancer. Sachez qu'il y a des aspects pour lesquels nous sommes déjà en retard.
l'inscription des électeurs, si vous regardez notre calendrier électoral, vous allez voir que nous avons commencé aussitôt à arriver, en octobre. Et ça va aller jusqu'en juin 2023. Nous sommes déjà en retard, nous devons accélérer les choses. Et si on ajoute une activité si c'était une activité à effectuer, à mettre en place durant les 2 ans qui viennent, oui. Mais si ça déborde, naturellement, tout déborde. Françoise Brula, RTNC. Denis Kadima, je parle à l'expert en matière électorale. Christian l'a dit, vous avez trouvé, il y a une loi électorale, vous en tant qu'expert, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi? Vous êtes conseiller du gouvernement, qu'est-ce qui cette loi, la loi actuelle, a contribué à quoi, notamment à ce que nous avons vécu aujourd'hui? Bon, j'ai commenté plutôt par rapport à la loi organique sur le portant fonctionnement de la CENI. Je n'aimerais pas parler ici en tant qu'expert et donner mes avis personnels sur ce que je pense être bon ou pas. Parce que maintenant, je suis président de la CENI. Mais ça peut donner de la lumière à ceux qui se cherchent. Mais là, je vais faire ça dans un cadre technique. Je ne veux pas le faire sur un plateau de la radio ou de la télévision. Donc, vous n'êtes pas responsable vous ne prendrez que ce qu'on vous donnera et si ça ne marche pas, la faute, c'est pas... Je donnerai des conseils sur l'ensemble. Mais quand on veut donner conseil à quelqu'un, on ne le fait pas en public. Vous ne le faites pas en public, mais vous savez que ça contribuait à discréditer quelque part. C'est pour ça que... Donc vous pouvez être libre de le dire aujourd'hui parce qu'on tire les leçons. Non, en fait, tout est sur la place publique. Lisez, il y a même, je vais à la fin de l'émission vous envoyer même par email ou par WhatsApp une étude que j'ai faite pour le compte du PNUD sur ce qui doit changer. Je l'ai faite quand j'étais à EISA. C'est une très bonne étude et là, vous saurez ce que j'en pense. Et vous réservez aujourd'hui de le dire? Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire qu'on doit changer A, B, C, D, parce que ça serait un peu arrogant de ma part. Je pense que ça, c'est la responsabilité des élus et des membres du gouvernement. Vous me rejoignez quand j'ai dit que je ne reconnais plus Kadima Le Poignant au début. Aujourd'hui, vous êtes assagi? La fonction vous a changé? J'ai jamais été poignant comme Françoise. J'ai donné des idées. Mais vous refusez que la République bénéficie de votre expertise aujourd'hui, président? Je vous renvoie à l'étude que j'ai faite, vous verrez, vous allez bénéficier de ça. C'est écrit, c'est écrit parce que souvent nous parlons, mais il y a un écrit, évidemment, je n'ai pas fait seul, on était à 3, moi-même, professeur Essambo et M. Mathieu. Mais justement, vous serez libre de le dire parce que là, moi, personnellement, je vous sens réservé. Je me dis, mais il y a quelque chose. Je respecte seulement les autres institutions. Imaginez ceux qui sont au Parlement, s'ils m'entendent commencer à faire des propositions de loi, je pense qu'ils ne vont pas bien prendre la chose. Par contre, ils ont une commission PAJ, donc politique, administration, et je vais les rencontrer et on va discuter. Mais sur le plateau de la télévision, de la radio, je pense que ça serait quand même... ça serait indélicat de ma part. Monsieur Kadima, vous ne voulez donc pas être celui par qui, en ce qui concerne la loi, les choses pourraient ou non caler. Mais si l'option levée était contre vos propres convictions, est-ce que vous organiseriez quand même ces élections? Oui, si une réforme quelconque ne rencontre pas mes propres idées, je vais me soumettre parce que c'est ça mon travail. Je suis à la commission électorale pour organiser des élections selon la Constitution et les lois du pays. Ce n'est pas selon mes préférences à moi. On n'a pas parlé de cette loi actuelle. La Constitution prévoit, ceux de la diaspora, vous en y étiez il n'y a pas longtemps, ne nous pardonnerez pas de ne pas évoquer la question. La Constitution et la loi électorale actuelle, toujours en vigueur donc, prévoit que la diaspora participe. Est-ce que dans votre entendement, dans cette feuille de route, cela a aussi été pris en compte? Oui, la feuille de route mentionne le vote des Congolais de l'étranger. Ça figure dessus. On parlait tout à l'heure des contraintes financières. Vous avez dit que vous n'avez pas reçu d'argent du tout. Alors, troisième sujet de cette émission, parlons des renforcements des mécanismes de contrôle et de transparence, parlons budget. Et pour cela, je donne d'abord la parole à Israël Moutala, 7sur7.cd. Monsieur le Président,
Combien vont nous coûter ce cycle électoral que vous avez mentionné, complet, de 2022 à 2027, c'est ça? Ou de 2021 à 2026? Parce que j'ai vu 2 documents, j'ai un peu eu une confusion sur le cycle de 5 ans. C'est de 2021 à 2026 ou de 2022 à 2027? Non, le budget ne va pas jusqu'en 2027 parce que notre feuille de route va de 2021 à 2027. C'est la durée de notre mandat qui est de 6 ans. Mais par rapport au scrutin, nous tenons compte de la période 2021, parce que ça a commencé déjà là, plus ou moins jusqu'à début 2024, parce qu'en 2024, on aura des élections indirectes et tout ça. Bon alors, comme il fallait parer au plus pressé, nous avons un budget jusque-là seulement pour 2022. Je pense que le reste sera négocié. Et même le budget dont je parle, on n'a pas encore formellement obtenu. Il est de combien d'ailleurs, celui de 2020? Il est de 600 millions. 600 millions. Oui, et il comporte les aspects de mutualisation avec les autres institutions. Donc si c'était que nous-mêmes, nous seuls, ça serait en dessous de 600 millions. Non, mais 600 millions, c'est l'option qui a été évoquée au gouvernement lors du dernier conseil de ministres pour le recensement et l'enrôlement. Mais cette opération coûte en moyenne 500 millions de dollars quand la CENI l'organise seule, c'est ça? Plus ou moins 500 quelque chose. Oui. On parle pas seulement de l'inscription, mais ça comporte aussi les gros achats pour la phase électorale. Ça signifie qu'en 2023, ça sera un budget beaucoup plus réduit. Et voilà. Donc le plus grand poste budgétaire, c'est l'enrôlement des électeurs, c'est le registre des électeurs. Ça dépendra aussi de l'état des lieux que nous allons mener. C'est pour ça que nous avons beaucoup insisté qu'on ait un état des lieux pour savoir s'il y a du matériel réutilisable ou s'il faut changer l'essentiel du matériel. Mais c'est une contrainte importante. Cet état des lieux aura lieu quand? Pour que nous ayons une idée effective sur le budget. Maintenant qu'on nous dit qu'un premier transfert a été effectué, c'est vraiment la priorité. En dehors des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, l'état des lieux, c'est la priorité des priorités. Ça veut dire que, mais quand on regarde les lignes budgétaires de 2022, il y avait d'abord, l'année passée, il y avait une ligne budgétaire de 100 millions que vous n'avez pas consommée, parce qu'il n'y a pas de budget. Cette année, il y a une ligne budgétaire de 350 millions de dollars, ce qui fait qu'au total, vous avez une ligne budgétaire parce que les 100 millions ont été reconduits, paraît-il, c'est que vous avez une ligne budgétaire de 450 millions de dollars. Donc, a priori, il ne doit pas y avoir de problème. Oui, on vous parle de lignes budgétaires que nous ne contrôlons pas, parce que les montants que vous communiquez, là, 450 millions, en tout cas jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore reçu un seul centime. Mais est-ce que l'autonomie financière de la CENI est-elle consacrée ou pas? Les procédures sont les mêmes ou pas? Parce que c'est là justement, est-ce que vous avez des dotations régulières comme les autres institutions ou pas? Est-ce que ça bloque au niveau du ministère du Budget, de Finances, ou est-ce que ça bloque pour que vous ayez pleinement votre autonomie financière? Je pense que le mécanisme actuel par rapport à la question du financement laisse à désirer, parce que beaucoup de choses dépendent de la volonté des uns et des autres. On a des réunions qui n'en finissent pas, et finalement, quand vous quittez une réunion, vous ne savez pas si une décision a été prise ou non. Donc, il y a lieu de réfléchir sur les mécanismes de prise de décision, comme ça on sait si on a obtenu quelque chose ou non. Donc, je dois dire que nous sommes assez embêtés par ça. Mais est-ce que vos interlocuteurs se rendent compte de la charge politique de votre mission, de savoir que vous pilotez un processus sensible et que par rapport à ça, justement, les décaissements doivent suivre, parce que le moindre retard aura des répercussions peut-être graves sur le processus électoral, sur la stabilité du pays. Est-ce qu'ils se rendent compte de la gravité de leurs actes? On peut les juger que sur base des actes qu'ils posent. Si on recevait les fonds à un rythme beaucoup plus soutenu, on dirait qu'ils se rendent compte des enjeux. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas l'impression que nous avons, parce que les négociations traînent, et les résultats, c'est très peu. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le Président, de manière claire et directe, si aujourd'hui votre calendrier ou vos prévisions ne sont pas respectées et que les élections ne se tiennent pas dans le délai constitutionnel, la responsabilité revient au gouvernement de la République. Le gouvernement serait l'un des responsables majeurs d'un retard, parce que nous ne sommes pas un service générateur de revenus. Nous sommes une institution qui utilise une dotation gouvernementale pour mettre en place le projet des élections. L'un des responsables et l'autre, ce serait qui? Le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui est le principal responsable, comme je l'ai dit.
Le gouvernement, en tout cas sur le plan financier, est responsable. Nous, notre responsabilité, c'est au niveau organisationnel, au niveau technique, mais en ce qui concerne je ne peux pas dire les partenaires internationaux, c'est des gens qui peuvent venir à l'appui. Mais en ce qui concerne les ressources financières... Si le gouvernement ne respecte pas votre calendrier quant au décaissement des fonds, c'est lui qui est le responsable du retard éventuel. Absolument. Alors, parlons de la logistique. Je vous ai entendu évoquer des contraintes liées au déploiement du personnel, au déploiement du matériel. J'ai l'impression que c'est nous faire peur inutilement, parce que ça, c'est dans le cadre du travail normal de la CENI. Pourquoi vous devez le présenter comme contrainte? Mais Thierry, vous avez peur pour rien. Vous ne voulez pas que je vous dise un fait qui existe dans notre environnement, un pays à la dimension de la RDC, avec des routes parfois en délabrement, parfois inexistantes, problème de transport, problème de communication. Mais après 3 cycles électoraux, on ne peut plus présenter cela comme contrainte. Ça fait partie du travail de la CENI, Monsieur le Président. Ça fait toujours partie des contraintes, ça n'a pas changé. À moins que vous me disiez que maintenant, il y a une route qui part de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais avec la petite expérience qu'on a eue sur la base des 3 derniers cycles électoraux, on ne peut pas présenter cela comme un frein. Laissez-moi vous expliquer, pour que vous compreniez ce que nous voulons dire ici. Si nous recevons le financement avec un grand retard, si vous conjuguez cela à toutes les difficultés qu'on a en termes d'infrastructure, évidemment, ça sera un problème, parce que la logistique électorale est très complexe. Vous savez, il faut faire le plan logistique, il faut faire le packaging, tout ça, et envoyer au lieu où ça doit aller, et ne pas commettre des erreurs. Il faut avoir du carburant, il faut avoir... C'est tellement complexe que même dans une situation normale, on devrait en parler. Mais nous sommes dans une situation anormale, dans ce sens que il y a déjà un retard qui est accumulé, et puis anormal parce que les infrastructures du pays sont celles qu'elles sont. Cela n'empêche, nous allons redoubler des efforts, mais nous devons aussi reconnaître, même quand nous parlons de la sécurisation du processus électoral, si on vous dit qu'à tel endroit, il y a des miliciens, ça vous pose un problème de logistique, vous devez peut-être contourner ce lieu-là. Donc il faut comprendre que c'est quelque chose qu'il faut nécessairement mentionner, sinon ça serait irresponsable de notre part. Monsieur Denis Kadima, le report des élections n'est pas une option pour votre équipe, c'est ce que vous venez d'affirmer. Tout à fait. Si, à l'approche de 2023, le gouvernement n'honore pas ses engagements, si à l'approche de 2023, vous n'avez toujours pas le nécessaire pour tenir ces élections dans le délai, que feriez-vous? À l'impossible, nul n'est tenu. Vous allez démissionner? Je ne veux pas faire des menaces, parce que je suis venu ici servir mon pays. S'il y a des difficultés réelles que le gouvernement présente et discute avec ceux qui doivent, peut-être avec ses partenaires internationaux, peut-être qu'ils vont contourner ou surmonter le problème. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique d'expliquer les risques réels auxquels nous faisons face et d'essayer collectivement de trouver des solutions. Oui, mais s'ils ne sont pas pris en compte, c'est votre crédibilité qui sera remise en jeu. Je ne peux pas avoir confiance au gouvernement de notre pays. Je pense que c'est des personnes responsables. Nous avons encore une vingtaine de... Vous venez de dire qu'ils traînent les pieds, Monsieur le Président. Ils traînent les pieds, à mon sens. Vous avez toujours confiance malgré tout? Bon, il faut quand même leur accorder le bénéfice du doute. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a les finances de l'État sont limitées, mais je ne suis pas... Ce que je déplore, c'est le mécanisme de prise de décision. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays... l'un des facteurs qui réduit l'autonomie de la commission électorale, c'est le contrôle des finances. Et beaucoup de pays utilisent ça comme un mécanisme pour rendre la commission électorale dépendante. Pas seulement financièrement, mais politiquement. Qu'est-ce qui doit être fait pour que vous ayez directement les fonds nécessaires et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Pourquoi vous déplorez ce mécanisme? C'est la volonté politique au niveau du gouvernement, c'est tout. Parce qu'ils ont des priorités. Vous savez que le budget d'un pays est fonction des priorités que le pays s'est assigné. Et bien sûr, on dit qu'on a mis de l'argent de côté, mais il faut qu'on voit la couleur de cet argent. Donc, la balle est dans leur camp. Mais la question des démissionnaires, je ne pense pas que c'est ce qui est à l'ordre du jour. Nous sommes ici pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour que tout le monde comprenne que personne n'a droit à l'erreur.
Chacun, comme je l'ai dit plus tôt, doit jouer sa partition et bien la jouer. Françoise Boué, la RTNC. Monsieur le Président, vous n'avez pas vu la couleur de cet argent. Le porte-parole du gouvernement, lors d'un briefing, a annoncé qu'il y a une provision. Il s'est lancé même à annoncer des chiffres. Et aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez jamais vu ça. Qui dit vrai? Croyez-moi, je ne pourrais pas passer à la télé et vous dire le contraire de ce qu'il y a. Voilà ce qui se passe quand le gouvernement vous dit que nous avons une provision. Ça ne signifie pas que nous avons transféré cet argent à la CENI. Ça signifie simplement qu'ils ont mis de l'argent de côté. Mais d'après ce que moi j'ai compris, cet argent est logé dans le compte du BCECO. Ça arrive là-bas, on fait des dépenses liées à la CENI sur base de cet argent-là. Des dépenses faites par vous? Non, pas par nous. Les dépenses sont faites, on nous transfère ce qui peut être des salaires, des choses comme ça. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les opérations, parce que nous avons plusieurs types de budgets. Il y a le budget des investissements, le budget des rémunérations, il y a le budget des opérations, etc. En ce qui concerne le budget des opérations, j'ai zéro. J'ai zéro à ce jour, à moins que le compte ait été crédité pendant que je suis ici avec vous. Alors, sans budget des opérations, je ne peux rien faire. D'ailleurs, beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons avec le budget de fonctionnement que je n'ai pas cité. Et le budget de fonctionnement ne sert pas à cela. C'est un détournement. Ce n'est pas un détournement. En fait, nous nous sacrifions. Ça signifie notre building ici qui est délabré. Je ne sais pas en entrant si vous avez fait attention. C'est délabré parce qu'on ne peut pas l'entretenir, parce que nous accordons beaucoup d'intérêt aux opérations. Donc, nous utilisons le peu que nous recevons pour que les choses avancent. Mais pourquoi vous commandez? Vous n'êtes pas en droit d'avoir cette indépendance financière pour qu'on vous demande des comptes à la fin. Répétez un peu. Au fait, j'aimerais comprendre pourquoi vous commandez de l'argent alors que vous avez une contrainte, vous avez une indépendance financière. Nous ne commandons pas, nous demandons. Mais ceux qui doivent y répondre prennent du temps. C'est simplement cela. Mais je vous dis, nous le faisons avec beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité. Président, vous avez dit un peu logistique aussi, la contrainte sur le temps, vous avez presque une année déjà de retard. Vous pensez, vous envisagez, par exemple, l'impression des bulletins de vote localement, les isoloirs, ainsi de suite, pour éviter, pour gagner en temps, au lieu de le faire toujours à l'étranger? Souvent, l'idéal, évidemment, c'est de tout faire localement, parce que ça signifie que l'argent rentrerait dans notre économie. Ça, c'est l'idéal. Mais il faut voir aussi la capacité locale. Les expériences... Elle est inexistante? Elle peut être limitée. À beaucoup d'égards, elle est limitée. C'est-à-dire, nous ne voulons pas commander et puis finalement revenir à vous et dire on ne peut pas avoir les élections parce que le fournisseur a pris trop de temps. Donc il y a un sérieux problème de capacité, mais même alors... Oui, mais on peut prendre des cartons, on peut faire des élections qui nous ressemblent, parce que vous avez la contrainte temps et tout ce que vous évoquez, vous pensez qu'il faudrait... Notre plus grand souci, c'est pas c'est pas les isoloirs, des choses comme ça, c'est des choses assez faciles à faire. Il y a quand même, à supposer que nous continuons avec la machine à voter, par exemple, il faut qu'on détermine le nombre et la fonctionnalité de ces machines. Et si nous devons commander, je ne pense pas qu'il y ait une compagnie en RDC qui puisse produire ce genre de machines. Après 3 cycles électoraux? Non, ce n'est pas un problème de cycle électoral. Maintenant, c'est un problème de niveau technologique du pays. Le pays n'est pas encore à ce niveau-là. Et ce n'est pas seulement le vote. Même l'inscription des électeurs, nous cherchons un partenaire technique. Là aussi, j'en profite pour dire que pendant que nous cherchons un partenaire technique pour nous aider dans le cadre avec les kits électoraux et tout, dans le cadre de la mutualisation, il y a cet aspect aussi. À un certain moment, on ne sait même plus qui dirige cet aspect-là. Et c'est l'un des points d'achoppement entre nous et les membres du gouvernement qui font partie de cette histoire de mutualisation. Une dernière question, Christian. Les élections qui nous ont donné les institutions actuelles ont été financées, selon les dires, totalement par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, avec le tableau que vous dressez, on peut envisager aller chercher de l'argent de gauche à droite par les partenaires, ce qui engagerait la souveraineté des élections au Congo. Vous êtes prêts? L'idéal, c'est que le gouvernement finance à 100% nos élections. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Il faut leur poser la question. Moi, je ne peux pas y répondre.
C'est l'assistant technique ou appui financier. Prochain sujet, mais pour la logistique, avec vous, on continue, et les finances, avec vous, Élise Odia. Les finances, juste en rebondir, on dit dans la ventilation, dans le budget, 600 millions de dollars, il n'y a pas un apport des partenaires techniques et financiers. C'est entièrement, c'est que le gouvernement doit vous donner ou il y a... Non, le budget ne détermine pas qui amène ça. Nous avons un budget. Si le gouvernement dit que moi je vais couvrir 70%, le reste, on devra le chercher ailleurs. Vous n'avez pas encore parlé de tout ça avec le gouvernement. Vous ne savez pas à quelle hauteur le gouvernement... Nous ne savons pas à quelle hauteur. C'est pour ça que je vous dis que les discussions ont lieu, mais des choses importantes comme un engagement de la part du gouvernement, nous attendons encore. Et ça ne devait pas être le cas. Parce que si le gouvernement aujourd'hui nous dit nous couvrons 70%, nous allons chercher les 30% ailleurs. Ça peut se faire même en collaboration avec le gouvernement. On appelle les partenaires internationaux et on en discute. Mais en ce moment, nous n'avons pas encore eu de réponses. Nous avons, en fait, pour le moment, même le peu qu'on pourrait recevoir d'un jour à l'autre, mais c'est à compte-gouttes et c'est très dangereux. Vous êtes conscient qu'à la fin de cette émission, on dira que, franchement, c'est le gouvernement qui sera à la base, carrément, d'un glissement. Si glissement il y aura dans le cadre de chacun devra tirer sa conclusion. On parle d'argent actuellement dans ce pays. Quand on parle d'argent, surtout l'argent public, on voit l'IGF. Oui. Est-ce que vous serez prête à ce que l'inspection générale de finances puisse venir pas co-gérer, mais avoir une équipe ici, comme c'est le cas dans certaines entreprises publiques ici? Si c'est de sa compétence, qu'ils fassent leur Au regard de la loi, vous êtes là, vous venez de terminer le texte réglementaire, mais au regard de la loi de la CENI, vous pensez qu'il serait opportun ou c'est important que... Au regard de la loi, nous sommes redevables à l'égard du Parlement, l'Assemblée nationale précisément, et puis la Cour de compte, je pense, si je me trompe, la Cour de compte peut jouer un rôle dans ce sens-là. Et nous n'avons pas peur de ça, parce que je vous ai dit que parmi les actes que nous avons posés, les premiers actes que nous avons posés, c'est de mettre en place une cellule de gestion des projets de passation des marchés publics. Ça, c'est un. Nous avons mis en place une équipe, disons, une unité de gestion interne, un peu une sorte d'audit interne. Donc, nous sommes aussi préoccupés par les questions de bonne gouvernance, parce que nous pensons que c'est dans cette direction que la CENI de demain doit aller. Très rapidement, peut-être ma dernière question, c'est par rapport à la femme et à la sensibilisation pour booster. On parle du budget sensibilisation. Comment vous comptez booster la représentativité de la femme déjà dans les prochaines élections, mais également la participation de la femme? On est, certes, elles sont nombreuses, mais elles participent pas assez. Au niveau de la CENI, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un budget là? Au niveau de la CENI, nous sommes en train de finaliser notre plan par rapport justement à la représentation de la femme, parce que je dois avouer que nous ne sommes pas un modèle dans ce domaine. Nous avons 12 directeurs, tous sont des hommes. On les a trouvés, bon, ils sont là. Et là où nous avions une marge de manœuvre, nous avons nommé ce qu'on appelle secrétaire exécutif national adjoint, c'est une dame. C'est en fait pour marquer notre engagement à améliorer la représentation des femmes. Et ça ne va pas s'arrêter. Nous aurons toute une politique et sera systématiquement mise en œuvre. Christian Bossembe, Buzz Télévision. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'un rapport que vous avez, disons, d'un travail que vous avez fait avec le professeur Essambo. J'ai eu le temps de le lire, dans lequel rapport l'on parle de beaucoup de matériel était jeté dans le fleuve, perdu dans le fleuve avec la vague et toutes les contraintes climatiques et tout le reste. Est-ce que vous avez prévu dans le budget, soit avoir des bateaux, des hélicoptères, pour finalement amener les bulletins, amener les dispositifs à bon port, tout en vous rappelant qu'il n'y a pas longtemps, dans le processus passé, toute une cargaison avait pris feu, finalement. Il y a un bâtiment avait pris feu, beaucoup d'ordinateurs étaient brûlés et c'était perdu. Qu'est-ce que vous avez finalement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y avait un budget pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose est prévu pour préparer à ce que ces choses n'arrivent pas? Mais aussi, toujours dans la même logique, est-ce que vous avez une sécurité finalement en termes de la nouvelle technologie pour que vous ne soyez pas attaqué par les hackers et par tous les autres pirates et tout le reste? Merci de la question, mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est ça. C'est-à-dire, nous mettons en place des plans et des procédures et tous ces mécanismes-là
évidemment, un accident est vite arrivé, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas toujours le contrôler, ça peut arriver. Mais c'est prévisible quand vous utilisez des pirogues, que tout le monde connaît. On utilise des pirogues parce qu'il y a des endroits où, si vous devez attendre un autre moyen, il ne viendra pas. Nous utilisons les motos, les vélos, même à pied, on le fait. Donc, tous les moyens sont utilisés. Mais bien entendu, un plan logistique ne peut être mis en œuvre que si vous le commencez à temps. Évidemment, vous tenez compte d'un certain nombre d'aléas. C'est-à-dire, nous sommes conscients de ces difficultés-là. Il y a un plan et nous nous mettons au travail. Et puis, avec le plan de réchange, au cas où les choses ne marchaient pas dans un sens ou dans l'autre. Monsieur le Président, pouvez-vous dire aux Congolais, depuis 2006, les chiffres du budget? 2006, c'était le processus avec combien? Et c'est en 2011, en 2018, mais aussi en 2023. Le budget, en tout cas, qu'on a toujours eu, de façon claire, en tout cas. Je ne pourrais pas vous donner des chiffres de mémoire. Mais pour ça, pour ce processus, dans l'ensemble? Parce qu'on n'a pas encore fait un budget d'ensemble. On a fait un budget pour parer au plus pressé, comme on dirait. C'est-à-dire, on a un budget pour 2022. Qui vous contrôle dans le marché public? En fait, le marché public est régi. Il y a la direction générale de contrôle du marché public. Merci. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics. Et quand nous devons poser des actes, c'est avec eux que nous travaillons. Très bien. Pour parler assistance technique ou appui financier des partenaires, vous avez dit pas encore de pourcentage établi par le gouvernement, mais si quelqu'un doit chercher l'argent, c'est lui ou c'est vous? C'est une approche mixte, parce que je prends déjà des contacts avec les partenaires internationaux. D'ailleurs, ils me posent la même question, quels sont vos besoins? Mais nous avons préféré donner la primeur à notre gouvernement pour qu'eux viennent seulement boucher les déficits. Mais nous espérons donc pouvoir finaliser ces discussions avec le gouvernement pour qu'eux aussi puissent savoir ce que nous attendons d'eux. En termes d'assistance technique, puisqu'on parle finance, certains partenaires seraient prêts à pallier les carences actuelles financières du gouvernement. Est-ce que c'est aussi une piste au cas où? C'est une piste parce que, bon, d'abord, les partenaires internationaux ont été invités par le chef de l'État dans son discours, dans plusieurs de ses discours, il a demandé qu'ils viennent non seulement observer les élections, mais participer comme des partenaires au processus électoral. Donc, le pays s'ouvre à ça. Bon, nous sommes la CENI serait prête à sous-traiter de sa souveraineté pour que ces élections aient lieu? De faire sous-traiter certains de ses devoirs, de certaines de ses tâches? Le partenariat avec la communauté internationale, ce n'est pas un problème de se débarrasser de son autonomie, de sa souveraineté. Non, c'est un domaine de collaboration. Là où nous avons des capacités réelles, nous le faisons seuls. Et là où les capacités sont limitées, je vous donne un exemple, la sensibilisation des électeurs. Vous étiez électeur, je parie, en 2018. Beaucoup de gens découvraient la machine à voter le jour même des scrutins parce que la sensibilisation n'avait pas été bien faite. Mais si vous avez des partenaires internationaux disposés à vous aider à multiplier votre campagne de sensibilisation, c'est gagnant-gagnant et je ne vois rien de dangereux à ce niveau-là. Quel est le profil type du partenaire international, le PNUD, Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, on a parlé notamment des caisses que vous connaissez bien, ou Chine, Russie ou autres? Bon, nous sommes ouverts à tout le monde pourvu que les termes de référence soient acceptables à tous. Monsieur Denis Kadima, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions pendant 1 heure. Assistance technique, observation internationale, vous êtes aussi ouvert à tout le monde, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a parlé politique tout à l'heure, on a parlé un peu de politique, même si c'était pas trop votre cheval de bataille. Personne ne nous excusera de ne pas avoir posé cette question. Peut-on avoir des élections sans consensus sur l'arbitre? D'abord, je repose la question. Est-ce qu'on peut avoir un arbitre consensuel, l'arbitre qui est accepté par tout le monde? Cela ne s'est pas fait au premier cycle électoral, ni au deuxième, et même pas à celui-ci. La différence, en fait, vous avez l'impression que nous sommes rejetés, c'est parce que la sélection de 2021 a été publique, c'était dans les médias. Avant, ça se passait un peu en catimini et vous apprenez que tel est nommé ou tel a été choisi.
Mais quant à nous, l'échec de 2020 a fait que tout le monde ait les yeux braqués sur 2021. Mais le consensus n'a jamais été le cas dans ce pays, donc ne soyez pas étonnés. Cependant, nous, en tant qu'organisateurs des élections, nous ne cessons de nous le dire. Parmi les 15 membres, nous le disons tout le temps, que nous devons crédibiliser la CENI, nous devons rassurer ceux qui ne sont pas convaincus que nous serons au milieu, que nous allons fédérer toutes les forces politiques du pays. Nous allons être au milieu, à équidistance de tous ces partenaires. Et nous serons jugés à l'œuvre. Je vous dis, nous serons jugés à l'œuvre parce que nous ne comptons pas travailler pour un seul groupe ou un groupe, un cartel de groupes. Non, non, nous allons travailler avec tout le monde pourvu, justement, que tout le monde soit réceptif à notre message. Mais nous n'épargnerons aucun effort de voir tout le monde, y compris les leaders de l'opposition. On va les rencontrer et on va établir des relations de travail. Et évidemment, majorité, opposition, société civile, confession religieuse, toutes, on sera ouvert à ça, parce que nous sommes persuadés que le processus électoral n'est pas une affaire de la CENI seule. C'est une affaire de toute la nation et nous voulons l'accompagnement de tous. Merci beaucoup. Alors, tout cela, c'était du français. Alors, pour ça, nako sambuisa yote, pour ngai, il faut natika maloba pa batumususu. Totangi, Christian Bossembe et Thierry Kambundi na basusu. Peut-être en Swahili aussi, en Chiloba ou en Kikongo, puisque j'ai entendu que vous parlez un peu de chacune de ces langues. Natiki maloba pa Christian Bossembe. Président, Mutuna, Congolais, est-ce qu'il y a solo élection en 2023? Est-ce qu'il y a solo déjà tout ce qui s'y a et c'est to banza, to kanisa qui est causal, ou bien ça déjà certitude qui est causal? Yami balé mo ndeko le sakona tunaki, ezali bato bazana poto balandarabi sope mo kuna ba pe na posa ba soki na ma ponomi oyo bango pe ba kozala concerné. To pezaka ali solo et komina nous solo penzate. Biso na kati ya CENI to sala manso otokoki ko sala po batu nyonso ba participer na élection même ba congolais libanda to lingi ezako tuna na feuille de route na biso mam kanda ona to komaki otoche ba activité nyonso to sala to chepe bandeko na biso o baza na étranger po bango pe ba participer na élection. Alors élection est-ce que au sala mato au sala maté et ko sala parce que biso nous sala na biso ngwana ce que sala maté ça signifie que échouer dans le biso, quelles que soient les raisons. Donc, na makanisi na biso na kati ya CENI, tozali même pas considérer que report ou bien glissement est que ça la maté. Bon, on a dit que si vous allez siko, pour nous battre d'ailleurs quand c'est que vous allez bailler battre on de kocha, ou tout le baraba kiné libiso ko kiné là. Si kayon nous allez wana, et là connu comme ça biso ba congolais pour nani to ko ndima que yo ko pesa biso ma ponomi ya malamu. Ba utala musala na za usala musala na usala les amsa moko ya na luka batu nyonso to puta na bango to solola na yo o bango balingi na o baboy parce que biloko mingi pe batu balingi te to ko kana bango mais je pense que ba ko juger biso kaka na o tozo sala parce que jusque là batu balobi ma mingi na kombo na biso to lo bakate po to lingi ba division et les kamingi te mais va observer biso. Déjà, on a plus exemple mouké. Soit elle a feuille de route na biso, to tche makama observation, il y a processus. To bandi ango banda sikoy. To lobite ke batu baya kaka na 2023 na souka te. To bi baya déjà sikoy ba banda. Donc to kopé ça ba autorisation, ba accréditation ne ba benga ango na ba média na ba confession dans la société civile. Et donc, observateur, na témoin à parti politique, bako banda déjà sikoyo. Ça, c'est une façon, il y a pour créer confiance, ba comprendre que eloko ya ko bomba ma eozali susute. Donc, ba juger biso na owana, wana ezaka exemple, mais makamuza mingi otozo sala, ba cadre de concertation to fungola ngoli susu, comme ça, to sololi. Président, na beaucoup se penza, olobi batu balobaki mingi pona yo. Mais à occasion lobate, oya ndenge nini, oza candidat à pouvoir te, osala na régime te, osala na président actuel te.
Justement. Nous sommes le processus à kopona président à CENI ou bien membre à CENI, ils ont processus ils sont compétitif. Donc ils ont dit yo yena oya yo mutu musu so yena oya ye siko yo bandi ko tombola oya yo ye azo kitisa oya yo suka batu bako kanisa ke o bozolo ba wana po bo matisa bo kitisa mutu eza solo ou bien batu bako yebate ba présenteur politique to yebi ba présenteur politique ba lobi par exemple et mona na mwinda te mais na butu to yebi ke les 6 ya koto na les 2 ya koto bazana ngambo to yebi makama ndeza yangwana na droit balobaka ceux qui au fundi mutu na likambo il faut la sa preuve. Pour ce preuve égalité et aux ngana lobi kambo yo lobi msusu preuve égalité to sala na bango te oyebite candidature na yo en indépendant les 6 wana ba soutenir yo ti obimi oui te wana za kaka wana za ba 6 wana za ngoya nzambe pour ba 6 wana bobo santé que en 2020 ba pona ki msusu mais en 2021 j'ai eu le temps ya recevoir na bango bamoni mikanda nanga bamoni ba CV nanga na boy ko belela mingi mais soko tangi CV nanga o comprendre que ils ont quand même na moi d'accord misolo à l'élection budget zali boni ozui déjà boni na minute budget il y a opération pour tobo sanate élection et ça dans le budget il y a opération nan tozu ata le meilleur mon côté. Donc faut il y a gouvernement na minute au gouvernement a payé le roté ce qui élection salamité en 2023 faut il naie seni a sala ka activité o côte sarambongo te biso activité na biso nde eza tozu mbongo pas gouvernement to sala misala ce gouvernement a payé cité et au moko ko conclure. Donc faut il naie ozobanga le bango poani le baka faut il naie ce qu'a payé cité élection salamité donc faut il naie faut il naie Thierry oza journaliste maeli mingi kasi na lika phrase wana bibana nani na yo to sa philosophie te eza pragmatisme na monoko na tuni motuna yom to pesa yano ce qui a payé cité faut il nani élection salamité ça signifie que apécité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Totondi Bino Botondi. Question Souka. Yasuka. Question courte, réponse courte. Quand allez-vous nous dire que Nazumbo Gote, Nako Kisi Nyosote, moyen Nyosoe si l'année 2023 et Koza la Souté? Quand? Oui. Parce que plaider, il y a une décision mingi que ngai ndé na lebinga moko. Toza ebele, toza 15. Donc to kovanda to tirer la conclusion puis to lobby. Ceux qui par exemple, na pes exemple tina jeune makamuza ka ndenge za awa. Na websa bino que na modèle makamuzo kende. Soit ba repousser ce qui n'est pas dans notre vocabulaire to lingi makambona te, soit ba kopesa mo mingi koleka. Déjà ba za bon été. Et comme a passé donc parce qu'il ne faut pas comprendre que, il ne faut pas penser que ceux qui sont salami, ce bon et pessamité, ils ont un glissement. Non, et qu'on peut aussi un bon mingi, au mbo qu'ils ont en côté, donc ça revient plus ou moins au même. Donc c'est un peu ça qu'il faut voir. Merci à vous, chers auditeurs, merci à vous, chers téléspectateurs, pour toute cette attention, édition spéciale assez particulière. Merci à vous, chers confrères. Israël Moutala, 7sur7.cd, Thierry Kambundi, Top Congo FM, Françoise Bouela, RTNC, Élisée Odia, Top Congo FM, ainsi que Christian Bossembe, Buzz Télévision, pour nous avoir accompagnés dans cette première rencontre avec vous. Merci à vous, Monsieur Denis Kadiba, président de la CENI. Merci parce que c'est pour nous, presse congolaise, une aubaine d'avoir un président d'une institution qui, pour la première fois, c'est rare, on devrait le souligner, qui, pour sa première sortie, a décidé de parler d'abord aux Congolais. Merci à vous. L'actualité continue sur vos chaînes de radio et de télévision respectives. À très bientôt pour une autre émission. C'est un vœu avec tous les confrères qui ont pris part à celle-ci aujourd'hui.